Bonjour, je suis Hélène Frébourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons avec le cercle joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Alors, bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons du podcast et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais évidemment aussi, ce podcast s'adresse à tous ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie, être acteur de sa santé. Alors, déjà, je répète encore cette statistique édifiante. Un Français sur 5 est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que grosso modo 80% des personnes, on imagine, souhaiteraient ne pas avoir de maladie chronique liée à des dérèglements de notre environnement de vie. Alors, ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Alors voilà pourquoi j'ai créé ce podcast. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'invite donc sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons très ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir, alors attention, son nom est un petit peu compliqué, je me jette à l'eau, allez zou. J'ai le grand plaisir de recevoir Lydie Zulk-Trok-Hatchef, la forêt qui pousse à Bordeaux. Elle est facilitatrice de projets collectifs, elle est accompagnatrice pour entrepreneurs, formatrice en intelligence collective et cofondatrice et membre de plusieurs projets alternatifs, écoles, tiers-lieux, groupements d'achat. Elle va nous parler de tout ça. Alors, bonjour Lydie de la Forêt qui pousse. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le démarrage de ce nouveau podcast du Cercle du Mieux Vivre. On a fait connaissance dans le cadre de l'Académie Zéro Limite avec notre coach canadien Martin Latulippe. Et puis, j'ai pris vraiment cette habitude en prenant mon café après déjeuner de suivre tes super interviews que tu réalises avec des personnes inspirantes. Et je les trouve vraiment très, très inspirantes. Et puis, j'aime bien la manière dont tu déroules ton fil. Et puis, j'avoue que c'est ce qui m'a décidé à me jeter à l'eau à faire des interviews parce que, dans un sens, j'ai commencé à faire des vidéos qu'au mois de mars. Et puis, voilà, tout ça, c'est nouveau pour moi. Donc, en te voyant, ça m'a donné beaucoup de force et d'énergie à me dire, allez, voilà, ça fait tellement de bien qu'il faut partager. Et tant pis si c'est
parfait. Et puis, justement, faut oser quand on veut entreprendre et être entrepreneur du changement. Voilà. Alors, Waouh. Bah, écoute, ça me touche beaucoup, Hélène, de savoir que ça t'a inspiré. justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais pour les entrepreneurs du changement? Voilà. Ouais. Alors, plus largement, moi, avec la Forêt qui pousse, j'accompagne les personnes qui sont engagées donc, dans des projets qui ont du sens et qui sont multipassionnées, donc qui s'intéressent à plein de choses et qui veulent donc développer leur projet en ayant voilà, un certain équilibre de vie, en prenant soin d'elles et en pouvant voilà, vivre de leur passion en se sentant libre. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a effectivement un accompagnement spécifique, enfin des accompagnements spécifiques pour les femmes entrepreneurs, donc pareil, engagées et multipotentielles. Voilà. D'accord. Écoute, justement, dans ce podcast, avec cette saison 2, cette saison 4 que je démarre pour ouvrir les horizons autour de la question de la maladie chronique, où j'ai fait 3 saisons vraiment spécifiquement sur ça et maintenant je veux ouvrir. Mm. Finalement, quand on parle de la maladie, on arrive à parler très vite du chemin de la résilience. Et Mm. j'ai vu et entendu dans les différents contenus que tu produis, que toi aussi, tu es sur ton chemin de résilience. Et puis, j'ai vu que tu as eu des occasions un petit peu difficiles, notamment avec tes grossesses, je crois, et puis des périodes de douleur intense et d'épuisement au bord du Mm. burn-out. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du chemin de résilience dans le sens de comment la santé amène à faire des choix en conscience pour construire justement son projet de vie? Ouais. Ouais, merci de me poser la question, Hélène, parce que c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, qui me tient vraiment à cœur. Moi, en fait, si tu veux, j'ai vraiment été élevée en mode warrior, tu vois. Enfin, je viens d'un milieu social populaire. Voilà, j'ai fait des études, mais je sais même pas vraiment l'expliquer, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours été en mode à fond, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas appris, enfin, ça fait pas partie des choses qui m'ont été transmises, en tout cas, d'écouter les signaux de mon corps, les signaux faibles avant que ça devienne des signaux forts. Et effectivement, comme tu le disais, donc moi j'ai 2 enfants et déjà pour ma première fille, donc en fait j'ai failli la perdre à 5 mois de grossesse parce que j'étais en suractivité. Donc ça a été un moment qui a été très très dur, j'ai été arrêtée. Euh, C'était vraiment une contrainte pour moi et ça m'a permis en même temps, je fais une avance rapide hein, parce que l'idée c'est pas non plus de, voilà, de passer toute l'interview là-dessus, mais enfin en tout cas ça a été déjà un premier déclic en fait de me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc c'est vraiment, quand tu parles de maladie, enfin voilà, c'est vraiment le premier signal du corps, quoi. Et après, effectivement, il y a eu tout un tas d'autres moments dans ma vie où j'ai été en suractivité, avec des blocages du dos, avec voilà, des choses très, très fortes, et des douleurs vraiment terribles aux mâchoires, parce qu'il y avait tellement de stress, voilà, ça se bloquait, ça, c'était douloureux, c'était voilà, avec un parcours après adhérence thérapeutique, aller voir tout un tas de praticiens, de posturologues, des stomatos, enfin voilà, je t'en passe, pour essayer de comprendre d'où ça venait. Et c'est vrai que en fait, c'est ça qui m'a mise en chemin pour, encore une fois, hein, essayer de comprendre. Et en essayant de comprendre, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des émotions que je mangeais, tu vois, qui restaient à l'intérieur de moi parce que c'était difficile pour moi de les exprimer. Le regard de l'autre, c'était difficile. Voilà. Et puis petit à petit, mais quand je dis petit à petit, voilà, c'est le chemin de 8-10 ans, hein, petit à petit, et encore finalement assez récemment, tu vois, dans les dernières années, j'ai réussi à toucher du doigt le fait que voilà, il y avait des traumas aussi dans l'enfance. Avec beaucoup de violence qui faisait que il y avait des parts de moi qui étaient encore
en vigilance, qui étaient encore bloquées, en fait, en quelque sorte dans le passé, et que finalement, ces somatisations, ces choses qui venaient au niveau du corps, et qui étaient bien concrètes, hein, je veux dire, parce que parfois on parle de somatisation, on a l'impression qu'on est fou et que c'est juste dans la Ouais, tête. c'est bien le Non, non, problème. non, 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 en fait, c'est bien Oui, le corps, en ça se fait. met là Voilà, sur les épaules, voilà, sur... c'est ça, des tensions musculaires, les muscles qui n'arrivent pas à se détendre. Et donc, du coup, tout ça m'a amené en fait à identifier finalement les nœuds profonds, hein, ça vient vraiment en profondeur. Là, je parle de l'enfance, mais il y a aussi des choses qui ont pu être transmises, hein, évidemment, de génération en génération. Et maintenant, avec les neurosciences, on sait que c'est pas des trucs perchés, mais c'est que c'est une Tout vraie à fait. réalité. Bref, et en tout cas, voilà, d'identifier les nœuds et d'aller chercher des solutions concrètes, même si c'est pas toujours facile en fait de les trouver. Mais en tout cas, voilà, c'est ce chemin-là. Et ce chemin, voilà, puisque c'était ta question initiale, ce chemin qui va vers un réalignement. Et donc, bah, voilà, petit à petit, il y a eu des actions. Moi, ça fait 7 ans que j'ai décidé de quitter le monde du salariat j'étais dans la fonction publique avant, donc pour créer mon activité. Voilà, on a en famille décidé de déménager à la campagne. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de décisions très concrètes qui découlent vraiment hein, de ces mots physiques. Voilà. Ben, je trouve Je sais pas si ça que répond à ta question. mais tout à fait à un point que tu n'imagines probablement pas, parce que c'est, je pense, tout à fait le chemin du malade chronique. Et là, toi, tu as Mm. réagi, il me semble, assez rapidement. Et Ouais, tu as eu une prise de conscience assez rapide, même si tu évoques 7, 8, 10 ans, ça peut paraître long et tout ça. Mais moi, quand je t'entends, et on a quelques années de plus, hein, même beaucoup, moi j'ai 56 ans et je vais mieux que depuis quelques années, 4, 5, 6 ans. Donc mm. j'ai fait mes 30, 50 ans, exactement comme ce que tu décrivais tout à l'heure, à ne pas entendre les signaux faibles qui du coup Mm. sont le mode warrior, il faut bosser, allez C'est ma ça. fille, l'ascenseur social, les machins. Tu as Mm. parlé des hypersensibles, moi je suis dans la douance aussi, donc j'ai eu mon père qui m'a dit, bah, puisque tu es surdoué, eh ben, voilà, tu vas être président de la République. Enfin, je caricature, mais c'est voilà, Oui, oui, c'est ça. l'ascenseur social Mm. et tout ça. Donc moi j'ai été en mode warrior, j'ai rien entendu, j'ai pas vu passer mes 20, C'est 30 ça. ans, mes 20 ans, 30 ans, et voilà. Et puis bah, les signaux faibles deviennent des signaux forts, et après on est embarqué dans un pataquès où pour dérouler le fil, ça devient une pelote extrêmement inextricable. Et ces maladies inflammatoires, quand on dit que c'est psychosomatique et qu'on nous dit ah gna gna c'est dans la tête et tout, bah, oui, c'est là qu'on se rend compte que bah, le corps, la tête, les émotions, justement, tout ça c'est lié. Et ce que je trouve Ouais. très intéressant, hein, et je l'avais remarqué dans tes propos, et c'est pour ça que je voulais aussi que tu sois une de mes premières invitées, pour que les malades chroniques qui t'écoutent se disent ah ben oui, voilà, faut pas attendre 107 ans pour réagir. Et toi, tu as déjà réagi à plein de fois et tu continues, et tu n'as pas encore dénoué toute ta plotte, mais tu es vraiment active, tu es vraiment dans cette notion de faire des choix de vie. C'est exactement le sens de tout ce que je veux dire. Voilà. Donc, d'inviter quelqu'un qui le raconte avec d'autres mots que moi et avec une autre histoire, bah, ça permet de montrer que bah oui, c'est vrai, quoi, et ça marche, quoi. Mm. Comme tu es plus jeune, on peut espérer que, et je te le souhaite évidemment très très fort, c'est que quand tu auras 56 ans comme moi, bah, tu pourras pas dire, je te souhaite de ne pas dire, bah voilà, j'ai 25, 30 ans et maintenant je suis malade chronique et je suis en invalidité. Comme moi, voilà, je suis en Non. invalidité parce que même si Ouais. je vais mieux, j'ai pas pu tout restaurer mes capacités. Bah Quand il oui. y a trop d'atteintes au métabolisme, on peut retrouver un mieux, et c'est ce que j'essaie de démontrer. Mais plus vite on est dans la conscientisation et
correction et la prise de décision, mieux c'est et mieux on arrive à redresser le tir. Alors, pour revenir justement sur ton parcours professionnel où tu disais que tu avais fait des choix et fait des gros changements, maintenant tu es facilitatrice de projets collectifs. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler de ce changement de posture dans ta vie professionnelle où moi, je trouve intéressant dans ce que j'ai vu de toi, c'est vraiment que tu es à fond dans l'aspect collectif, gouvernance collective, intelligence collective, codev, etc. Et moi, j'ai pas trop cette posture-là, à la fois de par ma formation, mon parcours, puis mon caractère. Moi, je suis une solitaire, donc je voudrais bien être dans le collectif. Et c'est ça qui m'intrigue parce que j'essaie de monter un projet collectif en créant un tiers-lieu en Normandie. Donc là, je vais vraiment sortir de ma zone de confort et me frotter à ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast-là. Donc bref, je te laisse la parole. C'est comment on fait en mode collectif. Voilà, comment tu fais? Alors, effectivement, en fait, c'est une de mes casquettes facilitatrice de projets collectifs. Et d'ailleurs, c'est celle avec laquelle j'ai créé mon activité au tout début. Donc, tout à l'heure, je disais 7 ans pour le moment où j'ai décidé de créer mon activité. Et puis après, voilà, j'étais enceinte de mon fils, on a pris le temps. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'il y a 6 ans, quand j'ai créé mon activité, c'était vraiment ça. Donc, ça s'appelait La Petite Fourmilière et c'était de l'accompagnement d'associations, de coopératives, de structures écolo, ou en tout cas en transition écologique, voilà, l'accompagnement de collectifs. Et en fait, moi, ça m'est venu tout simplement. Alors, je bossais avant, donc j'étais responsable de la communication dans des structures publiques. Donc, un schéma très, très pyramidal, voilà, très cloisonné. Et voilà, tu vois, je le fais avec les mains. Voilà, c'est ça, c'est carré, quoi. Et en parallèle de ça, donc nous, on avait un café associatif en bas de chez nous. On était très engagés avec Seb, mon mari. À cette époque-là, tu vois, on avait notre fille qui avait 1 ou 2 ans. Hop, on la mettait en porte-bébé. On allait servir les bières au bar du café associatif. Et puis, on a décidé de lancer notre premier groupement d'achat. Donc, voilà, pour commander des produits frais en direct, directement aux producteurs. Enfin, voilà. Et donc, je me suis retrouvée à coordonner une partie de ce projet. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ce que j'utilisais dans le cadre de la fonction publique, en fait, c'était inapplicable dans un format associatif où, en fait, il n'y avait pas de hiérarchie. Et puis que de toute façon, en fait, moi, je n'avais pas envie de reproduire ce schéma hiérarchique que je connaissais au quotidien. Donc, j'ai testé, comme beaucoup de gens, le fait de partir un peu comme ça, à l'arrache, j'ai envie de dire, et puis de voir qu'en fait, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas, on perdait beaucoup de temps en réunion, en blabla, on ne savait pas qui devait faire quoi, enfin, c'était un peu le bordel, hein, on va dire les choses clairement au début. Et puis comme je suis de nature très curieuse et que j'adore apprendre, me former, tester des trucs, j'ai commencé à me renseigner justement sur l'intelligence collective, tu vois. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était un peu un grand mot, mais je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière. Mais j'étais curieuse. Donc, j'ai cherché, j'ai fouiné, je me suis formée à ces outils, à ces pratiques, à ces approches. Donc, je me rappelle, ma première formation, mon fils avait quelques mois et j'avais demandé à mon mari de venir avec moi. On avait fait garder notre grande et on était là tous les deux en formation pour que je puisse l'allaiter. Donc voilà, de temps en temps, c'était Seb qui allait en formation. De temps en temps, c'était moi qui, qui y allais. Il gardait Charlie. Enfin, bon, c'était très chouette. Et en fait, j'ai découvert vraiment des manières de faire, des manières de gérer des projets, des manières d'être en relation avec les autres et en relation avec soi, qui étaient complètement différentes, en lien avec ce que j'avais déjà pu commencer à expérimenter avec la communication non violente que j'expérimentais de manière assez intensive depuis, je pense que ça faisait 3 ans à ce moment-là, 2-3 ans. Bref, et du coup, j'ai commencé comme ça à tester d'abord dans mes sphères associatives. J'étais très engagée à ce moment-là. On habitait à Bordeaux.
dans Bordeaux en transition. Donc, on avait un projet de monnaie locale, donc dans notre groupement d'achat. Donc, j'ai commencé à expérimenter un peu comme ça, à essuyer les plâtres, en fait, hein, en quelque sorte. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et c'est ça qui m'a donné envie. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, en fait, mon activité, je vais vraiment la lancer autour de ça. Parce que je savais que je voulais accompagner des projets éthiques, mais enfin, il y a tellement de choses en fait sur lesquelles on peut accompagner, tu vois, il y a tellement de choses passionnantes. Voilà, et donc j'ai décidé de faire ce focus-là à cet endroit-là. Et puis après, au fur et à mesure, bah, mon activité elle a évolué. Je me suis rendu compte que c'était une part importante que j'avais envie d'accompagner, les projets collectifs, mais que c'était pas que ça en fait. Voilà. Mais après, du coup, pour répondre à ta question, parce que ce que j'entends dans ta question, c'est comment on fait, quoi. Concrètement, ce serait quoi un peu Oui, c'est ça. les Parce que, astuces, en c'est fait, ça? on a une formation, enfin, je dis on, je crois que ma génération a été très, très imprégnée par cette histoire de pyramide d'autorité. Mm. C'est peut-être un petit peu moins fort pour les plus jeunes comme toi, mais bon, tu as dit aussi que ça avait été ton mode de fonctionnement puisque Ouais, tu ouais, étais ouais, ouais, fonctionnaire, quand donc même, hein. Puis tu à étais l'école, on vraiment n'a pas dans... appris, Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas appris la je vois que coopération. je vois que la transition entre les générations se fait très lentement. Et c'est vrai que bah, moi, comme je disais tout à l'heure rapidement, je suis en train d'essayer de créer un tiers-lieu. J'en suis au tout début du archi-début. Je suis accompagnée par l'ARDES et la CRES, qui sont les structures de SS de la Normandie. Donc, pour l'instant, on en est vraiment à la phase où on réfléchit au contour, à ce que je veux faire, à mes valeurs, à la raison d'être, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et évidemment, le consultant qui m'accompagne me pousse à aller dehors et à aller chercher des partenaires dans le cadre de ce que je veux faire. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que je me dis, bon, pour l'instant, je ne suis pas encore prête à pitcher ou à présenter un projet. C'est normal, il y a cette phase de maturation. Mais à partir du moment où je vais chercher des partenariats, et que je n'ai pas... Moi, j'ai été aussi construite sur le fait que l'argent, c'est le pouvoir. Et donc là, je n'ai pas d'argent ni pour acheter le lieu, ni pour quoi que ce soit. Et je vais peut-être me retrouver avec des gens qui, eux, ont de l'argent. Et voilà. Donc, pour moi, Mm. une des Il y peurs, a des elle est peurs. liée sur cette notion de pouvoir et de se dire, ben, Mm. moi, je vais aller parler à un tel et un tel de mon projet, leur montrer l'intérêt qu'on aurait à réfléchir ensemble pour faire un truc pour mutualiser et donner vie à un lieu et que ça serve aux uns aux autres. Donc, au niveau des idées, des intentions et puis de rédiger des dossiers, je crois que je suis assez bonne, mais j'ai pas envie d'écrire des dossiers pendant 2 ans et de me... C'est une forme de masturbation intellectuelle, quoi, à force. Hein. Mm. On rêve sur la raison d'être, sur les machins, les belles idées qu'on veut faire. Mm. Moi, je veux faire un lieu de résilience, justement, pour les personnes en transition de vie, de reconnecter à l'alimentation, à la santé, etc. Donc, il y a plein de belles idées, plein de belles valeurs. Mais après, concrètement, si on n'est pas dans un rapport de force avec l'argent où on dit bah, j'ai de l'argent, je décide, bah, du coup, moi, je ne sais pas comment on joue, quoi. Tu vois, je ne Mm. connais pas les Ouais. règles du jeu de ça. Alors, effectivement, si tu as Mm. un exemple Ouais. qui illustre comment on fait le premier pas et comment on Ouais. dit bonjour toi, je voudrais qu'on soit Mm. partenaire, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, alors là, ça me parle complètement, effectivement, ce que tu dis. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas qu'une seule forme de coopération. Et il y a plein de niveaux avec plus ou moins, on peut être plus ou moins marié, entre guillemets, ou on peut être dans des choses qui sont plus ou moins légères, en fait. Il y a des gens avec qui on peut être en coopération, mais sans forcément prendre toutes les décisions avec elles. Moi, là, l'exemple que j'ai envie de prendre par rapport à ce que tu présentes, à ton projet, qui est un projet de lieu. Donc, évidemment, c'est toujours spécifique hein, quand c'est un projet collectif avec un lieu. Euh, voilà, forcément, il y a des choses, il y a des questions en tout cas qui se posent, qui sont différentes d'un projet qui se ferait
sans lieu. Là, l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui de notre école alternative, puisque donc nous, quand on est parti à la campagne il y a 4 ans, c'était pour rejoindre, alors on était déjà en école alternative à Bordeaux, mais voilà, pour rejoindre une nouvelle école alternative qui s'appelle la Chrysalide à Captieux. Je précise parce qu'il y en a plusieurs, des écoles qui s'appellent la Chrysalide en France. Et donc, Marc, Morgane et Sophie, qui sont les 3 cofondateurs de cette école, étaient vraiment à l'origine de ce projet et ont pris le temps de clarifier ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas, pourquoi ils voulaient créer ce projet. Donc, ils en sont vraiment à l'origine. Et évidemment, c'est posé aussi la question du lieu et la question du budget, puisqu'il s'agissait de créer une école qui reste accessible financièrement, la plus accessible possible pour les familles, parce que pour eux, la diversité sociale, la mixité sociale, c'était important. Donc, il ne s'agissait pas de créer une énième école Montessori. D'ailleurs, ce n'est pas une école Montessori. Mais voilà, je prends cet exemple, une énième école Montessori qui coûte hyper cher et qui, du coup, s'adresse à une élite. Donc, ça voulait dire qu'à un moment donné, si en plus, il y avait l'ambition de payer correctement le personnel et que, on le sait, pour les écoles alternatives, il y a quand même assez peu d'aide. Donc, ça voulait dire, en fait, quand même, être créatif et trouver des solutions pour avoir le moins de frais possible. Et un des frais, parmi les frais les plus importants, après les salaires, il y a le lieu, évidemment. D'autant plus que le lieu, c'est important pour une école parce que, voilà, bon, je fais pas de dessin. Et bien, en fait, ils ont activé leur réseau et figure-toi que cette école, ça fait 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, 6 ans maintenant qu'on est accueillis gratuitement, gracieusement, dans une ferme bio. Donc, on est juste à côté de la forêt, on est dans un environnement préservé qui est vraiment hyper beau. Enfin, je partage de temps en temps des photos, d'ailleurs, voilà, sur les réseaux sociaux de la forêt qui pousse, parce que je trouve que c'est quand même un projet qui est hyper inspirant. Et voilà, tout ça pour dire que en termes de lieu, en termes de questions d'argent, on peut toujours en fait trouver des solutions créatives. On n'est pas forcément obligé d'avoir un budget énorme, on n'est pas obligé forcément de faire des levées de fonds incroyables. On peut le faire si on veut, si on a l'élan, c'est ça l'idée. Mais on peut aussi, nous ce qu'on dit tout le temps à la Chrysalide, c'est que voilà, c'est l'école de la débrouille aussi. Au-delà de l'école de la coopération et l'école de la transition, c'est aussi l'école de la débrouille. Et en fait, on développe cet état d'esprit hyper créatif. Et tu vois, cette année, là, on est en septembre 2021, on vient juste d'ouvrir le collège de la Chrysalide. Et en fait, ça fait quelques années qu'on avait créé une autre association parallèle qui s'appelle La Boussole, qui est dans la même ville, mais sur un autre lieu. Et en fait, voilà, il y a tout un montage, il y a toute une structuration qui s'est faite, pareil, pour pouvoir accueillir le collège. Donc, il y avait cette même question du lieu et on a trouvé en fait des manières de faire créatives pour dépasser en fait cette problématique de l'argent. Donc là, je sais que je ne réponds pas exactement à ta question sur la question du pouvoir, mais je réponds en tout cas à la question sur la question de l'argent et le fait de, en tout cas, moi ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne dans la forêt qui pousse, c'est que cet état d'esprit qu'on a dans la forêt qui pousse, c'est qu'on est créative, c'est qu'on ne se laisse pas arrêter en fait par le fait que par exemple, on connaît pas, jusqu'à présent, on ne connaissait pas d'école alternative qui arrivait à vraiment avoir un modèle économique pérenne. Ok, ça veut dire en fait que c'est quelque chose un point de vigilance, mais on a à cœur en fait de démontrer que c'est possible, et donc on va chercher des solutions pour montrer que c'est possible et surtout pour le faire, et on trouve des solutions. Et en fait, tu vois, ça c'est vraiment chouette, je trouve, à partir du moment où on y va comme ça, parce que du coup, encore une fois, on est créatif, quoi. Ça met le doigt sur ce que je suis en train d'apprendre. J'ai fait ma certification de coach en 2018 et pour moi, au-delà de l'aspect professionnel, c'est d'abord un énorme travail de transformation personnelle. Le fait de rentrer dans le processus du coaching, moi, je suis vraiment sur un chemin de grosse transformation et ça m'amuse là quand je t'entends parce que ça met le doigt exactement sur le point du lâcher prise.
Mm. sur le fait qu'il faut faire confiance au processus et que si on est dans un état d'esprit où on croit à son projet, comme tu dis, on va forcément trouver les solutions pour que ça marche. Et moi, je me rends compte que mon point à moi que je dois sûrement travailler, c'est cette histoire de lâcher prise. Moi, je voudrais que tout soit bien écrit sur le papier, grand 1, grand 2, et puis qu'on ait bien tout pensé à tout, et puis voilà. Mm. Et en fait, rien ne marche comme ça, ni dans la vie en général, ni dans la vie professionnelle. Et quand on veut faire des projets avec les autres, il faut faire confiance au tricotage de ce qui va se passer avec les autres, et tu le racontes très très bien. Et, moi, des fois, quand je pense à cette histoire du lieu, je suis dans la logique, on va aller voir une agence immobilière, on va regarder, etc. Et en fait, le consultant de l'ARDES m'a dit, mais non, vous allez aller parler à la communauté commune, vous allez peut-être aller parler à la sécurité sociale ou à des mutuelles et des choses comme ça. Ah bon, pour acheter un terrain? Je vais aller parler à une mutuelle pour acheter un terrain. Pour l'instant, je ne vois pas encore bien le truc, mais l'idée, Bah oui. c'est ça. Et je trouve que tu le racontes bien. Et puis, la preuve, c'est que ça marche, quoi, parce que cette Ouais, école, elle n'a pas capoté au bout d'une année scolaire catastrophique et hop, on ça ferme aurait parce pu. que ça ne marche pas. Tu Ça aurait as pu, il y a eu plusieurs des difficultés. années et puis les Voilà, gamins bien ont sûr. grandi, donc maintenant, vous en êtes au collège. Et Mm. donc, voilà, c'est une lueur d'espoir, ce que tu nous racontes. Ouais. Bah écoute, Euh, et après, et juste aussi pour préciser par rapport à ce que tu disais, vraiment sur la dimension collective du projet, par contre, moi, ce que je recommande, mais vraiment, 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 c'est d'y aller tranquillement pour l'ouverture du projet quand même, l'ouverture aux autres, je veux dire. C'est-à-dire que, OK, on est dans cette optique de confiance. Maintenant, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. et Et voilà, c'est voilà. ça la Et c'est limite. ça aussi, hein. Mm. Je veux dire, voilà, je voudrais pas non plus transmettre l'image parce que je sais on peut entendre dans le milieu de la coopération un peu ce truc, si tu es dans la confiance, tout va bien se passer et tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon. Je dis pas ça non plus, hein. Ouais. Je Non, dis non, pas j'ai ça. pas entendu Donc ça non plus. voilà. Oui. Ouais, ouais, enfin, mais du coup, je le précise parce Mm. que pour moi, ce qui est important et parce que j'ai rattrapé tellement de personnes qui ont fondé en fait des collectifs et qui se sont fait gicler, par exemple, ou enfin voilà, ou en tout cas où le projet est parti dans une direction très différente de celle pour laquelle ils avaient mis de l'énergie dans le projet. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bien clair pour toi que c'est toi la personne source de ce projet, c'est-à-dire c'est toi qui es à l'origine de ce projet, il faut quand même que tu sois au clair sur ce qui est important pour toi dans ce projet. Et donc, effectivement, on vient toucher à ces questions de raison d'être. Et voilà, c'est quoi ce projet et qu'est-ce que ce projet n'est pas aussi. Et ça va être important pour le clarifier pour toi, mais aussi pour le clarifier pour les personnes qui pourraient être intéressées pour rentrer dans ce projet. Et moi, ce que je recommande vraiment, c'est dans un premier temps de ne pas chercher à faire forcément un gros groupe. Parce que plus le groupe est gros, Mm. plus c'est difficile de créer la confiance au début, plus c'est difficile aussi d'un point de vue opérationnel parce qu'on va faire plein de réunions, que ça va être Mm. compliqué de trouver les bons moments pour chacun, et que c'est toujours plus difficile en fait de lancer, d'impulser un projet quand on est 10 plutôt que quand on est 3. Et donc c'est vrai que moi au début j'ai plutôt tendance à dire on crée un tout petit noyau avec des personnes avec qui on se sent en confiance. Ce pas forcément des personnes qu'on connaît depuis 10 ans, 20 ans, mais en tout cas des personnes avec qui il y a un vrai partage de valeurs, un vrai partage de vision. Et c'est vraiment important à ce moment-là de prendre le temps de vérifier que derrière les mots qu'on utilise chacun, qui peuvent être les mêmes, on parle bien de la même chose. Ouais. Parce que même, tu vois, quand on utilise le mot coopération, eh ben, on va tous avoir une représentation, une réalité différente derrière le mot coopération. Donc, prendre le temps au début pour s'ajuster, se synchroniser et poser les bases, en fait, poser le cadre du projet, commencer à l'impulser et après, en fait, l'ouvrir et avoir un process qui est assez clair sur qui peut rentrer, pourquoi, comment est-ce qu'on prend des décisions, est-ce que tout le monde est légitime pour prendre toutes les décisions ou pas, enfin, tu vois, et là, il y a tout un questionnement, mais ça se structure, hein, je veux dire, ça se fait pas à pas, pour savoir qui fait quoi, qui peut décider quoi, pour qu'aussi il y ait un sentiment de sécurité dans le projet.
Parce que si toi, tu lances un projet ou qu'il y a des gens qui mettent de l'énergie ou même de l'argent et qu'en fait, tu te rends compte qu'à tout moment, n'importe qui peut rentrer dans le projet et prendre des décisions stratégiques, des décisions importantes, bah forcément, ça génère de l'insécurité et ça ne marche pas. Donc voilà, il y a tout un tas de questions comme ça aussi à se poser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y aura forcément des moments de tension, il peut y avoir des conflits. Il vaut mieux en fait se dire que ça va arriver. Et puis, du coup, on ne peut pas tout cadrer à l'avance, évidemment, mais il y a quand même des bases à poser pour que le projet soit sain et résilient, j'ai envie de dire. Et toi, Voilà. justement, c'est ce que c'est un accompagnement que tu peux faire, par exemple, accompagner la construction d'un collectif pour Ah oui. monter un projet de Ouais, terre-lieu. ouais. Donc, tu pourrais m'accompagner, quoi, en fait. Quand je vais avoir avancé un peu Bien sûr. et être plus, comme tu disais, moi, je me donne, c'est ce qu'on a convenu avec le consultant de l'ARDES cet été. On a convenu que jusqu'au mois de juin, je me laisse tout ce temps-là pour moi-même mûrir le fondement du fond de ce que je veux faire Hmm. et voilà, aller observer les autres. Et c'est aussi une Ouais. motivation du podcast, hein, c'est que je me Hmm. suis dit, bah, je vais déjà donner vie un peu à mon lieu en le faisant de façon Hmm. numérique avec on a de formidables outils et comme là j'étais bien partie à faire des podcasts, je me suis dit bah allez, on continue, saison 4. Et en discutant avec mes différents invités et puis en allant observer. Et maintenant, bon, là, on peut ressortir un petit peu. Le virus s'est un petit peu calmé. On espère que ça va durer. Donc, je vais commencer à aller visiter des lieux en Normandie facilement accessibles. Et puis, j'ai une grosse veille sur Internet. Donc, si tu veux, ce que tu dis, c'est ce que je suis vraiment, moi, là, dans la phase. Je ne vais pas encore sortir, aller chercher des partenaires. Et je vais vraiment Ouais. mûrir le truc. Par contre, quand je serai un peu plus avancée et plus en capacité, toi, c'est ce que tu fais d'accompagner la constitution d'un collectif et comment on va faire ces réunions pour parler de quoi, comment on va arriver à définir une charte finalement, c'est sûr que je vais être la personne source en référence avec Peter Koning. Je vois que tu l'as cité tout à l'heure et comme on connaît toutes les deux Christian Junot qui parle beaucoup de ça, on a cette référence-là. Donc moi, je m'appuie sur ça, sur le fait que je suis personne source. Et c'est vrai que moi, je veux créer de l'emploi et je veux pas y travailler, moi, hein, là-dedans. Je veux être la personne, le moteur et que ça fonctionne après en termes de travail. Donc, je me mets vraiment dans cette posture de la personne source. Euh, donc, si je comprends bien, dans quelques mois, je pourrais frapper à ta porte de facilitatrice et dire comment on peut mettre en place cette charte de gouvernance collective, parce que c'est ça en fait, c'est de fixer Ouais. les règles. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir, Hélène, quand ce sera le bon moment pour toi. Après, effectivement, moi, bah, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la toute première chose que j'ai développée dans mon activité, c'était vraiment l'accompagnement de collectif. Et tu vois, ma manière d'accompagner, elle a beaucoup évolué tout au long de ces années. Au tout début, mon accompagnement, il était finalement assez calqué sur ce que j'avais appris. Donc, on était plutôt sur des histoires de techniques, de comment on prend des décisions en collectif, comment on facilite des réunions, comment on se répartit les rôles. Et en fait, tout ça, c'est important. Mais moi, ce que j'ai vu au fur et à mesure des accompagnements que j'ai pu faire, et puis en lien avec ma propre sensibilité, évidemment, ce que j'ai vu, c'est que ce qui était finalement plus important pour moi, c'était d'accompagner les personnes dans les projets collectifs, et notamment les porteurs de projets, donc les personnes sources hein, à l'origine du projet, à, euh, à développer ces projets-là, donc qui sont spécifiques. Donc effectivement, là, j'utilise ma boîte à outils, voilà, mais à les développer d'une manière résiliente et écologique pour eux. C'est-à-dire que on voit encore beaucoup trop de projets collectifs dans lesquels il y a énormément de réunions, énormément de flux d'informations. Tu reçois mais 10 000 mails, il faut être réactif. Il faut être au courant de tout, tout le temps. Enfin bon, bref, ou même des choses en lien aussi avec le modèle économique qui font que, en fait, finalement, on se met en mode
sacrifice, en mode survie. Et qu'en fait, pour moi, au-delà des outils vraiment d'intelligence collective, qui sont importants, hein, je ne dis pas le contraire, mais au-delà des outils et au-delà de la posture de coopération, qui est aussi importante, hein, de la posture au sein du collectif, moi, ce qui me tient à cœur, c'est aussi de permettre à chacun d'identifier qui je suis, c'est quoi mes talents, qu'est-ce qui me donne de l'élan, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, à quel endroit, en fait, c'est juste pour moi de me positionner dans le collectif et à quel moment, en fait, là, en fait, on vient toucher mes limites et là, il y a un truc qui n'est pas juste. Et comment on fait dans un collectif aussi pour pouvoir entendre ça et pour pouvoir faire en sorte que le projet s'adapte aux gens qui sont là et que ce soit pas, tu sais, ce truc que moi je vois souvent, c'est on décide sur le papier que le projet c'est ça, ou même pire, on le décide parce qu'on a telle ou telle subvention et que donc du coup, pour coller à tel appel d'offres ou subvention, on va aller faire ça. Du coup, on se fixe des échéances, on se fixe des objectifs artificielle. Et donc, du coup, après, on place les personnes qui sont à l'intérieur du projet dans des situations pas possibles parce que, et de burn-out, hein, même dans les projets associatifs, même dans les beaux projets de transition. Donc, moi, je vois énormément ça avec des personnes qui finalement qui se retrouvent à perdre le sens de ce qu'ils font et à se retrouver dans des rythmes de vie pas du tout écologiques. Donc voilà, moi en tout cas, juste pour répondre à ta question, ce qui me tient le plus à cœur dans l'accompagnement de projets collectifs et l'accompagnement de personnes dans les projets collectifs, c'est ça, c'est aussi cet équilibre et le fait de prendre soin de ses besoins tout en développant un projet qui a du sens, quoi. Donc voilà. Oui, oui, bah, écoute, bah, je suis maintenant attentive à ça. La maladie chronique a eu l'avantage, moi, de m'arrêter violemment et profondément, donc j'y fais attention. Et j'ai bien conscience que effectivement, c'est ces points-là qui sont les plus délicats, en fait. Parce qu'on va parler des histoires de trouver le lieu, que si, que ça, on va faire tel truc factuel et on va perdre de vue la capacité de chacun à mettre en place sa part de colibri dans le projet comment dire, tu disais tout à l'heure que le sens des mots n'était pas le même pour chacun. Je crois que ça, c'est vraiment. Je suis aussi en train de m'en apercevoir. Moi, je suis très branchée sur la valeur de l'autonomie, hein, c'est ce qui m'anime. Mais en discutant avec les uns et les autres, je m'aperçois qu'elle n'a pas du tout le même poids, les mêmes couleurs, etc. Donc, eh ben, écoute, je vais cheminer lentement mais sûrement et je reviendrai t'en parler parce que j'aime beaucoup la manière dont je te vois dans les différents contenus où je te suis. Pour aller vers la fin de l'interview, j'ai encore une grosse question à te poser. Très récemment, tu as fait une interview qui m'a vraiment passionnée, celle avec François Ledoz. Alors moi, j'avais découvert ce neurologue il y a 2 ans maintenant, ou je ne sais plus, en 2018, au congrès de la douance de Nathalie Elstime. Et je l'avais trouvé extraordinaire et j'avais acheté tout de suite son bouquin sur l'internal family system, l'IFS. Bon, moi, pour moi, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je pense qu'il faut le rentrer dedans et puis tout ça. C'est une approche innovante de l'intelligence relationnelle et François Ledoz je crois, c'est celui qui a participé à le faire connaître en France. Donc, on est vraiment sur ce sujet de la résilience pour arriver à faire les liens entre les traumas de l'enfance, la théorie de l'attachement, la neurobiologie, la théorie polyvagale et toutes ces choses-là. Tu l'as évoqué tout à l'heure dans ton introduction. Et moi, je trouve que François Ledoz réussit à faire le lien entre toutes ces données hyper complexes et puis à donner une vision de
assez claires de pistes pour dénouer tout le pataquès. Et moi, je pense que pour l'instant, je ne sais pas encore l'expliciter, mais je pense que ma fibromyalgie, c'est exactement ça. Alors moi, je n'ai pas été violée, battue et des grands traumas, mais je pense que le fait d'être surdouée, ça a faussé ma relation avec mon père et ça a fait plein de petits traumas qui a priori sont anodins. Mais moi, je pense que du coup, j'ai rentré beaucoup de colère. Je me suis tue, j'avais pas le droit de donner mon avis, il fallait écouter papa. Mais je l'accuse pas pour autant, hein. Il a fait de son mieux. C'est un formidable père et on est très liés. Et il a fait ce qu'il croyait être bien et il m'a rien fait de mal. Mais je pense que moi, ça m'a rentré toute une colère et ça m'a coupé le lien entre le corps et les émotions et le cerveau. Moi, j'ai été beaucoup dans le mental. Hein. Allez, ma fille, t'es surdouée. Donc, tu parlais du mode warrior tout à l'heure, faut bosser et tout. Voilà, donc en plein dans ça. Donc, j'ai ma part de responsabilité, hein, dans le sens où c'est des choix, même si ce n'est pas des choix forcément conscients. Mais voilà, donc quand j'évoque ça, je ne veux surtout pas que ce soit une accusation à propos de mon père, mais je veux que ça soit une façon de dire que, bah oui, la fibromyalgie, elle ne débarque pas comme ça tombe pas, c'est tout un chemin pour se construire, et après, ça va être tout un chemin pour déconstruire. Enfin bref, l'idée, c'est que comme toi, tu l'as interviewé et que tu es carrément en formation avec lui, peut-être tu pourrais nous en parler. Pourquoi tu t'es mis, toi, en chemin à faire cette formation-là et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais en dire à la fois de façon générale pour qu'on comprenne un peu mieux que ce que je raconte, de quel terrain on parle, et puis qu'est-ce que toi, à toi, ça t'apporte quoi? Ouais. Alors ouais, effectivement, j'ai commencé une formation en thérapie brève, donc la formation, donc l'approche qu'a conçue François Ledos, ça s'appelle l'intelligence relationnelle et c'est le fruit de son propre parcours de neurologue qui a vécu des choses difficiles. C'est vrai qu'il en parle assez bien là dans l'interview qu'on a faite ensemble et voilà, à un moment donné, il a amalgamé, en tout cas, il a fait une alchimie, j'ai envie de dire, de tout un tas d'approches différentes pour créer, donc des approches complémentaires dont tu as parlé, pour créer sa thérapie brève. Okay. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années maintenant, j'ai interviewé l'illustratrice Armella, qui, d'ailleurs, pour les personnes qui vont nous voir en vidéo, hop, j'arrive dans 2 secondes. Voilà, peut-être que les personnes qui nous regardent connaissent déjà les livres d'Armella. Elle a fait un super travail sur les émotions. Ouais. Voilà, donc elle fait des trucs super, donc c'était un vrai plaisir pour moi de l'interviewer. Et au cours de cette interview, elle me parle du fait que, enfin pendant l'interview ou après, je ne sais plus, elle me parle du fait qu'elle s'est formée avec François sur l'Internal Family System. Donc l'Internal Family System, en fait, c'est une thérapie brève qui permet d'aller entrer en dialogue avec les parts de nous qui peuvent être en opposition. Donc, typiquement, je sais pas, c'est le soir, je sens à l'intérieur de moi une part qui a envie d'aller se coucher, qui est fatiguée. Puis, il y a une part de moi, par exemple, qui a envie de rester à scroller sur les réseaux sociaux ou aller bouquiner des livres, par exemple. Voilà. Voilà. Le genre de choses qu'on a tous, qu'on vit tous, et c'est normal, je veux dire, c'est pas du tout pathologique. Et donc, en gros, on parle de ça avec Armella, et puis là, je me dis, waouh, c'est génial. Et puis, je crois que je l'avais déjà un peu lu dans l'un des bouquins qu'elle avait fait d'une des BD. Il me semble que déjà à ce moment-là, elle l'avait transmis. Et donc, en fait, ça venait titiller ma curiosité. Bon, donc du coup, Armella me propose, ou je ne sais plus où je lui demande, bref, je fais une séance de thérapie brève avec elle.
comme ça, un peu off, parce que du coup, je ne sais pas, il faudrait voir, je ne sais même pas si elle pratique, si elle a le temps de pratiquer ça, mais bon, bref. Et là, en gros, je me dis, waouh, mais c'est génial. Alors moi, voilà, encore une fois, la part curieuse en moi qui aime tellement découvrir, explorer, elle adore, elle kiffe à ce moment-là. Et puis, du coup, je me dis, waouh, mais c'est hyper intéressant. Et moi, ça faisait longtemps, en fait, que je tournais autour des approches thérapeutiques en me disant, il y a quand même un truc là-dedans qui m'appelle, qui m'attire, en fait, qui serait très complémentaire, je sens, de mon approche d'accompagnement. Parce que je vois aussi en accompagnement que parfois il y a des choses qui bloquent et qu'il ne suffit pas en fait d'en avoir conscience, qu'il ne suffit pas en fait de voir les mécanismes de procrastination, de perfectionnisme et compagnie, parce que parfois en fait je sens bien, je sentais bien déjà à ce moment-là qu'il y avait des choses qui étaient plus profondes et qu'il ne suffisait pas juste d'en avoir conscience en fait pour pouvoir agir dessus. Et que les outils de coaching parfois étaient limités aussi par rapport à ça. Et en fait, je me suis inscrite à la formation de François, mais vraiment au feeling, quoi, au pif, sans vraiment trop me renseigner. Et j'étais même à l'arrache pour arriver en formation. Au dernier moment, j'apprends qu'en fait, il y avait un bouquin à lire. Je disais, mais merde, j'arrive en formation, j'ai même pas lu le bouquin, je l'ai à peine commencé, parce que j'ai dû le voir genre 2 jours avant, le temps de choper le livre. Enfin bon, bref, j'arrive comme ça. Et en fait, j'arrive en formation, je commence à lire le bouquin. Et là, en gros, le bouquin qui a été conseillé en prérequis de formation, c'était un bouquin sur les traumas et l'impact des traumas sur notre vie présente. Là, on ne parlait pas forcément des traumas d'enfants. Il y avait notamment des histoires de soldats américains qui avaient vécu des trucs terribles et bon, bref, des répercussions physiques. Et en fait, bah, moi, je l'ai dit un petit peu en introduction tout à l'heure. Voilà, dans mon enfance, j'ai vécu, ou je ne sais pas, peut-être que je l'ai dit ou pas dit, je ne sais plus. Bref, en tout cas, voilà, j'ai vécu une enfance avec beaucoup de violence et donc des traumas importants. Et en fait, là, je lis ce bouquin et je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris en fait pourquoi je me suis inscrite. C'est ça. Et tu vois, mais dingue, dingue. Et j'arrive en formation à la bourre. Je m'installe à un endroit, je lève la tête, je regarde à ma gauche, à ma droite. Et à ma droite, il y avait l'une de mes formatrices, ancienne formatrice en communication non violente, avec qui j'avais fait un travail à un moment sur ma propre raison d'être et ce qui avait vraiment du sens pour moi. Et voilà, stage au cours duquel était vraiment ressorti le fait que j'étais là pour soigner, tu vois, quelque part. Alors, pas forcément au sens Oui, pas au sens médical, mais au conventionnel. sens attention à l'autre. Et... Voilà. Et là, je me suis dit, OK, bon, Ça se il n'y a pas de croise. hasard, tu vois. Voilà, ça Je fait suis beaucoup vraiment à ma de... place. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas en tout cas si ça explique bien ce que c'est. Je pense que c'est vraiment difficile à expliquer parce que faut le vivre. En tout Ouais. cas, moi, j'y ai trouvé une réponse pour moi, déjà à titre personnel, par rapport à des nœuds que j'avais identifiés. Et j'étais pas prête en fait à partir dans une thérapie longue où on va nommer les traumas, où on va repartir dedans, replonger dedans, se sentir mal. Moi, j'avais testé ça il y a vraiment très longtemps, il y a peut-être 15 ans, et ça m'avait pas du tout plu, ça m'avait pas du tout, voilà, ça me convenait pas. Là, on n'a pas besoin de nommer, en fait, on n'a pas besoin de revivre des scènes douloureuses. Par contre, on va effectivement à la rencontre plutôt des émotions qui sont encore présentes et qui sont encore vivantes. Euh, voilà, donc je ne peux pas forcément en dire plus parce que voilà, après ça se vit, mais ça permet de dénouer des nœuds qui, pour certains, peuvent être là depuis très longtemps et devenir très handicapants au quotidien, quoi. Oui, Donc phobie, c'est tout à compagnie. fait toutes ces situations qui nous mettent sur le chemin de la maladie chronique ou quand on est en Ouais, maladie chronique, c'est cette fameuse pelote infernale à dépioter parce que, pardon, on ne sait pas par où tirer le fil et comment le tirer. Et effectivement, l'approche de François Ledoz, moi, quand j'ai lu son livre, j'avoue que j'ai pas trop bien compris, mais de l'avoir vu
à plusieurs occasions en conférence, ça m'a permis de comprendre ce que j'essayais maladroitement tout à l'heure de dire. C'est que moi, je crois que d'une certaine façon, je me suis rentrée de la colère et que ça a créé du feu en moi. Aujourd'hui, je suis bien incapable de pouvoir écrire un livre sur tout ça. Mais en tous les cas, je pense que la grosse clé, elle est là. Et à partir du moment, et j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, et quand je me revois dans mon parcours de malade au début des années 2000, quand j'ai été diagnostiquée, etc., si on m'avait dit ça, j'aurais répondu, mais espèce de connasse, moi j'ai mal au ventre, Ça n'a rien il à faut que j'aille voir. bosser demain. Enfin, tu vois, on est dans du factuel sur j'ai mal au dos, ou quand je vivais à Lacanau, hein, puisque moi aussi j'ai vécu en Aquitaine, quand je vivais à Lacanau, je l'ai raconté dans un épisode de podcast, j'arrivais très difficilement à marcher 900 mètres. J'ai jamais marché sur la plage de Lacanau en ayant vécu 4 ans. Et à cette époque-là, mon seule obsession, c'était d'arriver à marcher. Et donc, tu m'aurais dit tout ça là sur les traumas, les machins, je t'aurais répondu oui, mais bon, j'ai pas que ça à faire là, c'est des conneries tout ça. Et là, si je mets le doigt, si je suis un petit peu brutale à dire ça, c'est pour que nos auditeurs qui, eux, sont peut-être dans ce brouillard à dire ah, mais moi j'ai mal au ventre, ah, mais moi j'ai mal au dos. Oui, il faut aller chez le kiné, oui, il faut Ah revoir oui, son hein. Oui, alimentation, oui, oui, bien oui, tout sûr. ça, bien sûr, c'est super important, mais aussi, il faut aller voir du côté des émotions et trouver ce qui nous convient. Tu as évoqué le fait d'avoir été chez un psy, moi aussi, j'ai pas l'impression que ça m'a servi à grand-chose, mais certainement que ça a dépoté un peu déjà des couches. Et donc, voilà, je crois que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il faut étudier tout le tableau, en fait. Et cet aspect des émotions, il y a des outils qui émergent depuis quelques années où des gens extraordinaires comme François Ledos arrivent à mettre en croisement une grille de lecture et puis de mettre le doigt sur moi, je vois l'interview qu'il a fait avec Nathalie Alstim où elle a parlé de choses perso et qu'ils ont fait une simulation de séance pour mettre sur un tout petit truc. Moi, ça m'a déjà apporté énormément parce que ce que Nathalie a dit d'un de ses traumas, ça a fait écho au mien, tout comme toi, hein, quand tu racontes ton cheminement, on se rend compte que finalement, on traverse ça. Soit on reste dans le brouillard, soit on va aller chercher une clé. Et je crois C'est que ça. François, il a vraiment une grille qui donne beaucoup de clés. Écoute, je te remercie d'en parler et puis d'avoir fait ton interview. Et comme tu es en formation avec lui, j'imagine que tu vas en reparler. Et Oui, puis, tu vas l'intégrer dans ton processus tu c'est vas ça. travailler pour toi, mais tu vas l'intégrer dans ton processus de coaching. Et ça, Ça fait vraiment partie de c'est… l'accompagnement, ouais, complètement, parce que pour moi, c'est c'est complémentaire. Après, voilà, il y a juste une chose que je voudrais préciser là par rapport à tout ça. C'est pour moi, il n'y a pas, il y a vraiment pas une approche, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a Non. vraiment plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours, il y a eu la communication non violente, il y a eu le yoga, la sophrologie. Euh, voilà, il y a tout un tas d'approches qui vont être plutôt au niveau, il y en a certaines, on va plutôt s'adresser à la partie émotionnelle, parfois un peu plus sur le corps, parfois un peu plus au niveau du mental. Il y a des approches qui permettent aussi de travailler un peu tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi de la complémentarité, c'est-à-dire il n'y a pas un… Enfin, voilà, je trouve que c'est important de le dire parce que moi, pendant longtemps, et il y a encore assez peu de temps, j'étais vraiment en quête de la méthode ultime, magique, Non, qui ça, il n'y en résume a pas. tout Non, il n'y en a pas. facilement, Non, rapidement, c'est ça, tout, non. Non, voilà, non, il n'y bon, a pas. Il ça y a marche pas. pas. Non, non. Et Et en donc, plus, je pense que voilà qu'il faut aussi le dire en fait, parce que sinon oui, ça tout génère à fait. tellement de De déception et de frustration. frustration. Et c'est important de se dire en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être dans un parcours d'errance thérapeutique pendant des années, hein, pas forcément. Enfin, mais par contre, ça veut dire que ça peut être aussi d'accepter de la complémentarité. Moi, je sais que dernièrement, la complémentarité qui a bien marché chez moi, qui fonctionne bien aujourd'hui, et je touche du bois, c'est justement entre l'intelligence relationnelle, donc là on va aller travailler au niveau des émotions, et puis la mésothérapie, où là on est vraiment sur quelque chose de très physique, où moi en tout cas ça m'a permis de réapprendre à mes muscles à se détendre. Là c'est physiologique, c'est physique. Donc voilà, moi en tout cas dans mon parcours ça a été ça, je sais que pour d'autres ça va être autre chose,
Mais voilà, c'est aussi important de le dire, quoi, pour Tout qu'il n'y à ait pas fait. de mésentente Oui, là-dessus. je te remercie de redire bien ça précisément. Et j'en rajouterai une couche, c'est que une solution, il y a le moment aussi. Il y a des choses Ouais. qui vont marcher, mais ça va être à ce moment-là, quoi. Mm, Trop tôt ou trop tard, ça sera pas le bon moment. Donc c'est pour mm, ça mm. que quand on parle d'être acteur de sa vie, c'est pas une belle expression pour voilà, c'est très politiquement correct de dire il faut être acteur de sa vie, mais voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est qu'il faut Mm. être en veille, il faut être en recherche, il faut être en chemin et qu'aujourd'hui, bah, il y a une clé qui fonctionnera ou pas, mais c'est pas pour autant que la clé est nulle. Mais c'est vraiment tout bah, c'est ça le chemin de résilience, quoi, en fait. Hein. Mm. Et Et c'est vrai que c'est pas bah, facile, hein. C'est pas facile parce que c'est pas c'est vrai facile, que mais quand on teste des choses, qu'il bah, n'y a on pas peut de être, résultat ou qu'il y a un peu de voilà. résultat mais qu'après ça revient, c'est vrai que c'est vraiment difficile, hein. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, enfin, si vous êtes Bah, là-dedans, enfin, on témoigne vraiment, toutes les je deux pour dire comprends. qu'il faut garder de Voilà. l'espoir parce que justement, Oui, c'est ça. sur le chemin, bah, le chemin, c'est pas une ligne droite ou comme tu disais tout Non. à l'heure, il n'y a pas la solution miracle. Et en l'occurrence, sur les autres maladies, je ne sais pas, mais pour la fibromyalgie, il n'y a pas le médicament miracle. Et les personnes qui sont en attente du médicament comme un interrupteur, Mm. bah, voilà, c'est exactement tout ce que je dis dans ce que j'écris ou raconte sur le podcast et sur ces maladies métaboliques et sur avant ces histoires bah, de douleurs, où on n'est pas encore estampillé malade chronique, mais on est avant, bah, effectivement, il faut chercher des solutions et tester et réessayer et pas prendre pour argent comptant la parole du médecin. Et là, c'est pas une opposition sur la médecine, c'est que c'est un point de vue, mais qu'après, c'est à nous de construire ben, son pulse et c'est pas facile. Mais je trouve que bah, chacune à notre façon, bah, j'espère qu'on transmet tout l'espoir et la persévérance qu'il faut avoir sur le chemin. Ouais, c'est ça. Et pour terminer ce podcast, bah, je vais te poser les deux questions que je pose à chaque interviewé. Moi, je suis très branchée sur l'histoire de l'alimentation. Alors, je suis curieuse de savoir ce que chaque invité voit comme lien entre, ben, voilà, comment tu fais toi le lien entre ta santé et ton alimentation. Ouais, alors je dirais que moi déjà, alors j'adore manger. J'ai jamais été très grosse, du coup les gens ont parfois un peu de mal à me croire, mais en fait j'adore manger. Ouais. Et je suis vraiment une gourmande. Donc, je dirais que pour moi, l'alimentation, au-delà du fait de manger sain, parce que j'aime bien manger sain, mais il y a aussi souvent, j'aime bien manger gras aussi. J'aime bien une bonne pizza, j'aime bien une bonne fondue. Voilà, en fait, ce que je vois au-delà de. Mais j'aime bien aussi une bonne, une bonne quiche aux courgettes, tu vois, avec du tofu fumé bon, bref, mais tout ça pour dire qu'au-delà, en fait, de tout ça, pour moi, le plus important, c'est de me faire plaisir avec ce que je mange. Et que moi, je vois que ça joue beaucoup sur mon moral et que du coup, ça joue aussi vachement sur ma santé. Après, enfin voilà, nous, on mange bio depuis que enfin, depuis ma première grossesse, tu vois, ça a été vraiment le déclic. Voilà, bon, on a monté des groupements d'achat, donc on fait en sorte de manger le plus local, bio, frais possible. Tout ça, c'est assez évident. Après, je vois qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu aller vers une approche un peu puriste, tu vois, un peu perfectionniste même, je dirais, et que ça m'a fait du bien aussi de lâcher là-dessus. Et donc aujourd'hui, tu vois, bon, on a une vie sociale très riche, on fait beaucoup d'apéros avec les copains. Et ben, il y a des apéros où c'est pas sain au sens où on l'entendrait. Et en fait, on s'en fout parce qu'on passe aussi du bon temps et que c'est chouette, La tu vois, et convivialité, que le voilà, la partage, c'est aussi. convivialité, voilà. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça, c'est mon rapport à l'alimentation aujourd'hui, je dirais. Donc plutôt joyeux, ça c'est une bonne chose. Alors pour Ouais. terminer la dernière question, ben, quelle est ta suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie? Voilà, alors tu en as beaucoup parlé, on a finalement parlé que de ça, mais voilà, s'il y avait une suggestion pour rallumer les étoiles dans ta vie, qu'est-ce que ça serait?
Ah, c'est pas facile hein, parce qu'il y a tellement de choses et puis ça peut tellement varier en fonction des situations. Je dirais que moi, ce qui m'a le plus aidé dans les moments où il y avait besoin de rallumer les étoiles, hein, parce que c'est ça que j'entends aussi dans ta question, Oui. c'est-à-dire les moments où ça Oui. s'allume pas tout seul. Non. Moi, ce qui m'a pas mal aidé là-dedans, c'était de m'entourer des bonnes personnes. Donc, des personnes qui ont une énergie qui est positive, qui me fait du bien. Donc ça, c'est pas toujours facile parce que ça veut dire se concentrer à un moment donné sur des personnes avec qui, des personnes qui vont bien, hein, en quelque part, en quelque sorte, ou en tout cas qui regardent du côté du verre à moitié plein. Oui. Ça veut pas dire abandonner les autres, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin en fait de prendre soin de soi. Et ça peut être vraiment décisif. Voilà, donc je dirais ouais, s'entourer entre guillemets des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont d'une certaine manière aussi peut-être dans les mêmes quêtes, un peu sur le même chemin, tu vois, et qui y croient, tu vois, qui croient que c'est possible voilà, de vivre ce que nous aussi on a envie de vivre. Donc voilà, de trouver cette forme de soutien, parce que du coup, ça enfin, moi, je vois hein, toutes les fois où j'ai été entourée de personnes qui globalement allaient pas bien et qui étaient dans un mauvais mood, mais pas juste passager, hein, bah, moi, ça me tire vers le bas et ça m'aide pas à allumer des étoiles, hein, Oui, ça c'est clairement. sûr. Oui, c'est une Donc question voilà, de... moi, là, comme ça, c'est ce qui me vient. on parle des énergies et des vibrations. C'est vrai que on peut être malade et en période difficile, mais être très positif et être dans une énergie qui est vers le soleil, quoi, hein. Mm. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Donc, on est bien parti pour allumer les étoiles avec la même énergie. Ben, écoute, je te remercie vraiment pour cette heure passée ensemble qui est passée très vite, hein. Je viens de regarder l'heure. Mm. On a fait 1 heure. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que nos auditeurs Pareil. auront su capter toute la richesse dans tout ce que tu as dit. Alors, Lydie de la Forêt qui pousse, je te remercie. Et pour les auditeurs, je précise que toutes les informations pour suivre Lydie seront indiquées dans le descriptif de l'épisode. Et puis, je mettrai les références des livres et personnes dont on a parlé. Voilà, merci beaucoup. Bah, écoute, un grand merci Hélène et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis à Voilà, bientôt. à bientôt.